Dans le monde brutal de la police criminelle, un inspecteur doté d'une mémoire parfaite est considéré comme un handicap. Ses rapports, noyés sous un déluge de détails inutiles, font de lui la risée de sa brigade. Mais lorsqu'un diamant d'une valeur inestimable est volé, seule sa mémoire obsessionnelle d'un unique grain de poussière pourra démasquer une illusion parfaite, prouvant que la vérité se cache souvent dans les détails que tout le monde ignore. Si vous aimez les récits où une faiblesse apparente se révèle être une force extraordinaire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde de l'inspecteur Luc Valéry était une bibliothèque sans fin, une archive assaillante où chaque livre, une fois ouvert, ne pouvait plus jamais être refermé. Il était atteint d'hyperthymésie, une condition neurologique rare qui lui conférait une mémoire autobiographique quasi parfaite. Il ne se souvenait pas seulement des faits, il les revivait. Le goût du café qu'il avait bu le matin du 12 avril 1998, la texture du pull en laine qu'il portait le jour où il avait appris à faire du vélo, le motif exact des nuages dans le ciel lors de son premier jour à l'école de police. Tout était là, stocké avec une fidélité absolue, accessible à tout moment, qu'il le veuille ou non. Dans n'importe quelle autre profession, ce don aurait pu être une bénédiction. Dans la sienne, c'était une malédiction, un fardeau qui le condamnait à une lenteur et à une méticulosité qui exaspérait ses supérieurs. Au sein de la brigade de répression du banditisme de Paris, un monde de décisions rapides, d'intuitions fulgurantes et d'instincts de prédateur, Luc était une anomalie. On le surnommait l'archiviste. Ses rapports étaient légendaires, et pas dans le bon sens du terme. Là où un détective normal écrirait une page de résumé concise, Luc en produisait 20. Il ne se contentait pas de décrire la scène de crime, il la recréait dans ses moindres détails sensoriels. Il décrivait la température de la pièce, l'odeur de la poudre à canon mêlée au parfum bon marché de la victime, le nombre exact de fissures sur le carreau de faïence à côté de la douille, le son du goutte à goutte d'un robinet qui fuyait. Pour lui, chaque détail était une partie de la vérité, un fragment de l'histoire. Pour ses collègues, c'était du bruit, des informations inutiles qui noyaient l'essentiel. Son supérieur, le commissaire divisionnaire Antoine Dubois, était l'antithèse de Luc. C'était un homme d'action, un flic à l'ancienne qui se fiait à son instinct et à son expérience. Il voyait en Luc un esprit brillant mais un enquêteur médiocre, un homme incapable de faire la part des choses, de distinguer le signal du bruit. Valéry, lui avait-il aboyé un jour, en jetant son rapport de 30 pages sur son bureau, « Je ne dirige pas la Bibliothèque nationale. Je dirige une unité de police. J'ai besoin de coupables, pas d'un inventaire de la quincaillerie de la victime. Synthétisé, bon sang. » Luc avait encaissé, comme toujours, son visage ne montrant aucune émotion. Il ne pouvait pas leur expliquer. Il ne pouvait pas leur faire comprendre que pour lui, il n'y avait pas de détails inutiles. Tout était connecté. Tout faisait partie de la même tapisserie. Omettre un détail, c'était comme arracher un fil, c'était altérer la vérité de l'ensemble. Il vivait dans un palais de la mémoire, une structure mentale d'une complexité et d'une richesse infinie. Chaque souvenir était une pièce, parfaitement meublée, immuable. Lorsqu'il enquêtait sur une affaire, il ne faisait que construire une nouvelle aile de ce palais. Et il ne pouvait tolérer aucune imperfection dans sa construction. Cette obsession pour le détail le rendait lent. Il passait des heures sur une scène de crime, bien après que les techniciens de la police scientifique aient fini leur travail. Il restait là, immobile, absorbant tout, son esprit enregistrant chaque photon, chaque vibration, chaque molécule. Ses collègues le laissaient faire, secouant la tête avec un mélange de pitié et d'agacement. Il était l'excentrique, le savant fou de la brigade, un homme dont le cerveau était un disque dur sans fonction supprimée. Il ne savait pas que ce qu'il prenait pour une faiblesse, pour une incapacité à synthétiser, était en fait une forme de perception supérieure. Il ne savait pas que dans ce déluge de détails, dans ce bruit qu'il méprisait tant, se cachait parfois une note, une seule note, qui contenait la clé de toute la symphonie. Et un jour, face au vol le plus audacieux de la décennie, seul l'archiviste serait capable d'entendre cette note. L'affaire tomba un lundi matin, avec la force d'un coup de tonnerre dans le monde feutré de la haute joaillerie. Et l'étoile de lune, l'un des diamants bleus les plus grands et les plus parfaits du monde, avait été volé. La pierre, d'une valeur estimée à plus de 50 millions d'euros, était la pièce maîtresse d'une exposition temporaire au Musée des Arts Décoratifs, en plein cœur de Paris. Le vol était une œuvre d'art en soi, un défi lancé à la face de la police et des systèmes de sécurité les plus sophistiqués. Le diamant reposait seul, au centre d'une petite salle obscure, sur un piédestal de velours noir. Il était protégé par une vitrine en verre blindé cubique, elle-même protégée par un réseau de lasers infrarouges et de capteurs de pression. La salle était surveillée par 4 caméras haute définition, et la seule porte était une porte blindée contrôlée par un système de reconnaissance biométrique. Et pourtant, le voleur, ou les voleurs, avaient réussi l'impossible. Le matin, les gardiens avaient trouvé la salle intacte. La porte était verrouillée. Les lasers étaient actifs.
La vitrine en verre était en place, sans la moindre égratignure. Mais à l'intérieur, le diamant avait disparu. Le piédestal de velours était vide. C'était comme si la pierre s'était évaporée. La brigade de Dubois fut immédiatement saisie de l'affaire. La pression médiatique et politique était immense. Ils arrivèrent sur les lieux, une armée de détectives en civil et de techniciens en blouse blanche. Dubois, aboyant des ordres, prit le contrôle de la scène. Il se concentra sur la technologie. Je veux les enregistrements de toutes les caméras, de toutes les alarmes, des dernières 48 heures. Je veux la liste de tout le personnel qui a accès à cette salle. Je veux une analyse complète du système de sécurité. Le fantôme qui a fait ça a forcément laissé une trace numérique. Ces équipes se mirent au travail, analysant des heures de vidéo, interrogeant le personnel du musée, cherchant la faille dans le système. Luc, comme à son habitude, resta en retrait. Il entra dans la salle du crime après que les premiers techniciens eurent fini leur prélèvement. La salle était petite, presque un cube parfait, les murs peints en noir mat pour faire ressortir l'éclat du diamant. La seule lumière provenait de 4 spots directionnels au plafond, précisément orientés vers le centre de la pièce. Au milieu, la vitrine vide était comme un sarcophage de verre profané. Luc ne se précipita pas. Il s'arrêta sur le seuil et commença son rituel. Il ferma les yeux un instant, vidant son esprit. Puis il les rouvrit et commença à absorber. Il ne regardait pas seulement. Il voyait, il sentait, il entendait. Il sentit la température de la pièce, légèrement plus froide que celle du couloir, maintenue à un niveau constant pour la conservation. Il sentit l'odeur de l'air, un mélange de poussière, du parfum subtil des produits de nettoyage, et une très légère note d'ozone, probablement due au laser. Il entendit le bourdonnement presque inaudible des ballasts des projecteurs et le souffle discret de la ventilation. Puis, il commença à scanner visuellement la pièce, centimètre par centimètre, avec une précision de laser. Il nota la texture du velours noir sur le piédestal, un velours de soie, pas de coton. Il nota la manière dont les fibres captaient la lumière, créant un noir d'une profondeur abyssale. Il nota la manière dont la vitrine en verre, faite de plusieurs couches de verre feuilleté, créait de légères distorsions optiques sur les bords. Il nota le nombre exact de fibres de moquette qui dépassaient le long de la plinthe près de la porte. Il passa près d'une heure dans cette contemplation silencieuse, son esprit enregistrant des milliers de détails que les autres considéraient comme insignifiants. Ses collègues, qui passaient dans le couloir, le virent, immobile au milieu de la pièce, et secouèrent la tête. L'archiviste est en train de communier avec le fantôme, lança l'un d'eux. Enfin, son regard se posa sur le piédestal vide. Il s'approcha, se penchant au-dessus de la vitrine, son visage à quelques centimètres du verre. Il examina la petite dépression circulaire dans le velours, là où le diamant avait reposé. Et c'est là qu'il le vit. Un détail minuscule, presque invisible. Un unique grain de poussière. Il n'était pas plus gros qu'un grain de sel fin. Il était d'une couleur gris clair. Il reposait sur le velours noir, à exactement 1,3 cm du bord droit de la dépression et à 2,7 cm du bord avant. Il était niché entre 2 fibres de velours. Il était parfaitement immobile. Son esprit enregistra l'information avec la même importance que l'absence du diamant. La position, la couleur, la taille du grain de poussière. Le fait était maintenant gravé dans son palais de la mémoire, une pièce de plus dans la nouvelle aile qu'il était en train de construire, une pièce qui semblait, pour l'instant, complètement vide et inutile. 2 jours plus tard, Luc remit son rapport préliminaire au commissaire Dubois. Comme d'habitude, c'était un document d'une densité et d'une longueur qui défiait les normes de la police. 25 pages, à simple interligne. Dubois le prit, le feuilleta avec un soupir exaspéré, ses yeux balayant les paragraphes denses. « Valérie, par pitié, donnez-moi le résumé. Qu'est-ce que vous avez? Quelque chose d'utile. » Luc, debout devant le bureau de son supérieur, resta silencieux un instant avant de répondre de sa voix monocorde. La salle était maintenue à une température constante de 19,5 degrés Celsius, avec un taux d'humidité de 42%. L'air est filtré par un système à double flux, ce qui explique le faible niveau de poussière ambiante. L'éclairage est assuré par 4 projecteurs LED de 5000 Kelvin, avec un indice de rendu des couleurs de 95, ce qui suggère une volonté de reproduire la lumière du jour. Le velours du piédestal est un velours de soie de type panne, dont les fibres sont couchées dans une seule direction pour minimiser la réflexion spéculaire. J'ai noté la présence d'un unique grain de poussière, de composition probablement siliceuse, d'environ 0,2 mm de diamètre, situé aux coordonnées. Dubois le coupa, levant une main lasse. La poussière. Valérie, je me fiche de la poussière. C'est le bureau des objets trouvés ici?
J'ai le ministre de l'Intérieur qui m'appelle toutes les 2 heures, la presse internationale qui campe devant le bâtiment, et vous me parlez d'un grain de poussière? Avez-vous trouvé une empreinte? Une fibre? Une faille dans le système de sécurité? Le système de sécurité semble avoir été contourné de manière parfaite, répondit Luc. Les enregistrements vidéo des dernières 48 heures ne montrent aucune entrée non autorisée. Les lasers n'ont pas été déclenchés. La vitrine n'a pas été ouverte, du moins pas par les moyens conventionnels. Le système de verrouillage biométrique de la porte n'a enregistré que les entrées et sorties autorisées du personnel de sécurité. Dubois se laissa tomber dans son fauteuil en se frottant les tempes. Donc, un fantôme. C'est ça votre conclusion? Un fantôme a traversé les murs et a volé le diamant. Je ne crois pas aux fantômes, commissaire. Je crois aux détails. Et il y a des détails qui ne correspondent pas. Comme votre grain de poussière, je suppose, dit Dubois avec un sarcasme non dissimulé. Précisément, répondit Luc, sans se laisser démonter. Sa présence même est une anomalie. Dans un environnement aussi contrôlé et filtré, un grain de cette taille est une intrusion. La question n'est pas seulement de savoir comment le diamant est sorti, mais aussi comment ce grain de poussière est entré. Dubois le regarda, un mélange de pitié et d'exaspération dans les yeux. Valérie, vous êtes un excellent archiviste. Vraiment. Mais vous n'êtes pas un détective. Vous ne voyez pas la forêt parce que vous êtes trop occupé à compter les feuilles de chaque arbre. Laissez tomber la poussière. Concentrez-vous sur les pistes humaines. Allez éplucher les relevés téléphoniques des gardiens. C'est le genre de travail de détail que vous aimez. C'était un renvoi. Une manière polie de le mettre à l'écart de l'enquête principale. Luc prit son rapport, hocha la tête, et sortit du bureau sans un mot de plus. Il retourna à son propre bureau, un petit espace encombré au fond de l'open space, loin de l'agitation de l'équipe d'enquête. Il s'assit et ferma les yeux. Il n'avait pas besoin de photos ou de notes. Il retourna mentalement dans la salle du musée. Il revit chaque détail avec une clarté parfaite. Il se promena à l'intérieur de son souvenir, l'examinant sous tous les angles. Il se pencha à nouveau sur le piédestal vide. Le grain de poussière était là, exactement à sa place. Dubois avait tort. Ce n'était pas un détail inutile. Dans un crime parfait, un crime sans aucune trace évidente, un seul détail qui ne correspond pas est la seule chose qui compte. C'est le fil qui dépasse. Le fil qui, si on tire dessus, peut défaire toute la tapisserie. Il ne savait pas encore ce que ce grain de poussière signifiait. Mais il savait, avec une certitude absolue, qu'il était la clé. Et il allait continuer à tirer sur ce fil, même si personne d'autre ne le voyait. Les jours se transformèrent en une semaine, et l'enquête sur le vol de l'étoile de lune s'enlisait dans une frustration totale. L'équipe du commissaire Dubois, malgré des efforts acharnés, se heurtait à un mur de silence technologique. Les enregistrements vidéo, analysés image par des experts, ne montraient absolument rien. Pendant les heures supposées du vol, la salle restait vide, le diamant brillant sous les projecteurs, jusqu'à une image, et la suivante, il avait disparu. Il n'y avait pas de glitch, pas de coupure, pas de boucle vidéo. C'était comme si le diamant avait simplement cessé d'exister entre deux trames. Les systèmes de sécurité n'avaient enregistré aucune alarme, aucune anomalie. Les interrogatoires du personnel du musée et des agents de sécurité n'avaient rien donné. Leurs alibis étaient solides, leurs histoires cohérentes. La presse se déchaînait, parlant du casse du siècle, du voleur fantôme. Les théories les plus folles circulaient, de l'utilisation d'une technologie de téléportation secrète à l'implication de services de renseignement étrangers. La pression sur Dubois devenait insoutenable. Il était convoqué tous les jours au ministère, et chaque réunion était une épreuve. Il devenait irritable, colérique, et reportait sa frustration sur son équipe. L'atmosphère à la brigade était électrique. Luc, de son côté, avait été officiellement mis à l'écart. Sa mission était d'éplucher des années d'archives sur les vols de bijoux, de chercher des modes opératoires similaires, un travail fastidieux et solitaire que tout le monde considérait comme une voie de garage. Mais ce travail, loin de le frustrer, lui convenait parfaitement. Il lui donnait le temps et la solitude nécessaires pour continuer sa propre enquête, une enquête qui se déroulait entièrement à l'intérieur de son esprit. Chaque soir, après avoir passé la journée à lire de vieux rapports, il rentrait chez lui, s'asseyait dans son fauteuil et retournait dans la salle du musée. Son palais de la mémoire était sa véritable scène de crime. Il passait des heures à marcher à l'intérieur de son souvenir, à réexaminer chaque détail. Il se concentrait sur le grain de poussière. Il l'observait sous tous les angles possibles. Il se posait des questions. D'où venait-il? Comment était-il arrivé là? Était-il là avant le vol? Après?
Il n'avait aucun moyen de le savoir. C'était une variable isolée, une donnée sans contexte. Mais son existence même était une violation de la perfection apparente du crime. Un crime parfait ne laisse aucune trace. Et ce grain de poussière était une trace. Il commença à formuler des hypothèses. Hypothèse 1. Le grain de poussière était là avant le vol. Dans ce cas, comment le voleur a-t-il pu retirer le diamant sans le perturber? La moindre vibration, le moindre courant d'air aurait dû le déplacer. Cela suggérait une méthode d'extraction d'une délicatesse et d'une précision incroyable, bien au-delà des capacités d'un cambrioleur normal. Hypothèse 2. Le grain de poussière a été déposé pendant le vol. Dans ce cas, il était une signature, une microtrace laissée par le voleur. Mais pourquoi un voleur si méticuleux laisserait-il une telle trace? Était-ce une erreur? Ou un message? Hypothèse 3. Le grain de poussière n'a aucun rapport avec le vol. C'est une simple coïncidence. C'était l'explication la plus logique, la plus probable. Et la plus décevante. C'était celle que Dubois et les autres avaient adoptée sans même y penser. Mais Luc refusait de l'accepter. Dans son monde, il n'y avait pas de coïncidence. Il y avait seulement des connexions que l'on n'avait pas encore comprises. Il continua à explorer son palais mental, cherchant d'autres détails, d'autres anomalies. Il se concentra sur la lumière. Il se souvint de la manière dont les 4 projecteurs illuminaient la vitrine, créant un jeu complexe de reflets et de réfraction. Il se souvint de la couleur exacte de la lumière, de l'angle de chaque faisceau. Il se souvint de la petite ombre que le diamant lui-même projetait sur le velours, une ombre minuscule mais nette. Et il se souvint de la position du grain de poussière par rapport à cette ombre. Il était juste à la lisière de l'ombre, dans une zone de pénombre. C'était un autre détail. Un autre fil. Il ne savait pas encore comment ces 2 fils, la poussière et la lumière, étaient connectés. Mais il sentait, avec une certitude grandissante, qu'ils faisaient partie du même tissu, du même secret. L'affaire piétinait depuis près de 2 semaines lorsque la percée, ou ce qui semblait en être une, se produisit. Un informateur anonyme, probablement un petit malfrat cherchant à négocier une peine, appela la brigade. Il donna une adresse. Une petite boutique de prêteurs sur gages miteuses dans le 18e arrondissement, un quartier connu pour être une plaque tournante du recel d'objets volés. L'informateur prétendait que le propriétaire de la boutique, un homme nommé Zoran, avait récemment tenté de lui vendre un gros caillou bleu qui correspondait à la description de l'étoile de lune. L'opération fut montée en quelques heures. Une vingtaine d'hommes de la brigade, dirigés par un Dubois surexcité, investirent la boutique. L'intervention fut rapide, professionnelle. Zoran, un homme corpulent et au visage patibulaire, n'opposa aucune résistance. Dans le coffre-fort de son arrière-boutique, caché dans une boîte à biscuits en fer blanc, ils le trouvèrent. L'étoile de lune. Le diamant était là, magnifique, son bleu profond brillant même dans la lumière blafarde de la pièce. Ce fut un moment de triomphe absolu. Les détectives se congratulèrent, des cris de joie et de soulagement fusèrent. Dubois prit le diamant avec une précaution infinie, le tenant à la lumière, son visage rayonnant d'une fierté immense. Il avait réussi. Il avait résolu le casse du siècle. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les chaînes de télévision interrompirent leur programme. Les sites d'information publièrent des éditions spéciales. Le commissaire Dubois devint un héros national, l'incarnation du flic tenace et efficace qui avait déjoué le voleur le plus audacieux de France. Il donna une conférence de presse triomphale, entouré de ses hommes, se gargarisant de détails sur l'enquête minutieuse et le travail d'équipe exceptionnel qui avait mené à cette arrestation. Il ne mentionna pas le nom de Luc Valéry. L'interrogatoire de Zoran, le prêteur sur gage, fut décevant. Il jura qu'il ne savait pas que c'était l'étoile de lune. Un homme, dont il ne connaissait pas le nom, était venu lui proposer la pierre pour une somme dérisoire. Il avait senti que c'était une bonne affaire, mais il n'avait pas posé de questions. Sa description du vendeur était vague, générique, un homme de taille moyenne, portant un chapeau et des lunettes de soleil. Un fantôme. C'était une impasse, mais personne ne s'en souciait vraiment. L'essentiel était que le diamant avait été retrouvé. L'affaire était, pour ainsi dire, classée. Le diamant fut authentifié par les experts du musée et de la compagnie d'assurance. C'était bien l'étoile de lune, sans le moindre doute. Sa pureté, sa taille, son poids, ses inclusions uniques, tout correspondait. La compagnie d'assurance, qui s'apprêtait à verser une somme colossale, poussa un soupir de soulagement collectif. Le musée organisa une cérémonie pour célébrer le retour de son trésor. Luc, comme le reste de la brigade, assista à la conférence de presse de Dubois à la télévision. Il regarda son supérieur se pavaner devant les caméras, et il ne ressentit rien.
Pas de jalousie, pas d'amertume. Seulement une étrange sensation de dissonance. Quelque chose ne collait pas. L'histoire était trop simple, trop parfaite. Un voleur de génie, capable de déjouer le système de sécurité le plus sophistiqué du monde, irait ensuite vendre son butin de 50 millions d'euros à un prêteur sur gage miteux pour une bouchée de pain? C'était illogique. C'était une fin décevante pour une histoire qui avait commencé avec tant de brio. Il ferma les yeux et retourna dans son palais de la mémoire. Il se revit dans la salle du musée, face au piédestal vide. Il revit le grain de poussière. Et il sentit, avec une certitude qui n'était basée sur aucune preuve, que l'histoire n'était pas terminée. Le triomphe de Dubois n'était qu'un entr'acte. Le véritable dénouement restait à écrire. Le jour de la réinstallation de l'étoile de lune au musée fut un événement national. Des caméras du monde entier étaient présentes pour filmer le moment où le diamant, après sa brève et aventureuse escapade, retrouverait sa place sur le piédestal de velours noir. La sécurité avait été triplée. La salle, autrefois si silencieuse et contemplative, était maintenant remplie de gardes supplémentaires, de nouveaux capteurs et d'une atmosphère de paranoïa high-tech. Luc, poussé par une curiosité professionnelle et une intuition tenace, décida de s'y rendre. Il n'était pas invité à la cérémonie officielle, réservée aux dignitaires et à l'équipe victorieuse de Dubois, mais il utilisa son badge de police pour entrer dans le musée après la cérémonie, lorsque la salle fut de nouveau ouverte au public. Il se joignit à la foule de visiteurs qui se pressaient pour admirer le diamant retrouvé. Il arriva enfin devant la vitrine. Le diamant était là, magnifique, captant la lumière des projecteurs et la réfractant en des milliers d'éclats bleus et blancs. C'était un spectacle d'une beauté hypnotique. Mais Luc ne regardait pas le diamant. Il regardait le piédestal. Il cherchait quelque chose de minuscule. Il plissa les yeux, essayant de voir à travers les reflets du verre. Il cherchait son grain de poussière. Et il ne le trouva pas. Une vague de confusion le submergea. C'était impossible. Il ferma les yeux et accéda à son souvenir parfait de la scène de crime. L'image était d'une clarté absolue. Le piédestal vide. La dépression circulaire dans le velours. Et le grain de poussière. À 1,3 cm du bord droit, à 2,7 cm du bord avant. Il était là. Il était certain de sa position. Il rouvrit les yeux et regarda à nouveau la scène réelle. Le diamant était là. Mais le grain de poussière n'y était pas. Son premier réflexe fut de douter de lui-même. Avait-il mal vu? Sa mémoire, pour la première fois, lui jouait-elle des tours? Non. Il était absolument certain de ce qu'il avait vu. Il avait passé des heures à regarder ce grain de poussière dans son esprit. Sa position était aussi certaine pour lui que sa propre date de naissance. Alors, où était-il passé? Il pensa à une explication logique. Lorsque les techniciens avaient retiré la vitrine pour replacer le diamant, un courant d'air avait pu le déplacer, ou il avait pu être aspiré par un système de nettoyage. C'était l'explication la plus probable. Mais elle ne le satisfaisait pas. Elle lui laissait un sentiment de malaise profond, une sensation de dissonance cognitive. C'était comme entendre une symphonie parfaitement jouée, mais avec une seule note, à un seul endroit, qui est légèrement fausse. Seul un musicien à l'oreille absolue remarquerait cette fausse note. Et Luc avait l'équivalent visuel de l'oreille absolue. Il resta là, devant la vitrine, pendant près d'une heure, les autres visiteurs le bousculant, le regardant étrangement. Il ne bougeait pas. Il réfléchissait. Il rejouait la scène dans sa tête, encore et encore. Le diamant. La lumière. L'ombre. La poussière. Et soudain, les deux fils se connectèrent. La poussière et la lumière. Il eut une illumination, une intuition si fulgurante et si terrifiante qu'elle lui coupa le souffle. Il ne s'agissait pas du grain de poussière qui avait disparu. Il s'agissait du diamant qui était apparu. Le grain de poussière n'avait pas été déplacé. Il était toujours là. Mais il était devenu invisible. Et il était devenu invisible parce que la lumière avait changé. Et la lumière avait changé parce que le diamant n'était pas le bon. L'hypothèse qui venait de naître dans l'esprit de Luc était si audacieuse qu'elle frisait la folie. Et pourtant, plus il y pensait, plus elle semblait s'emboîter avec une logique implacable. Il quitta le musée, son esprit en pleine ébullition. Il passa la nuit dans sa propre bibliothèque, non pas à lire des rapports de police, mais de vieux manuels d'optique et de gémologie. Il devait vérifier les principes physiques derrière son intuition. Il se concentra sur le concept de réfraction. Un diamant, il le savait, ne brille pas par lui-même. Il brille en manipulant la lumière. Sa grande valeur vient de son indice de réfraction exceptionnellement élevé et de sa forte dispersion, qui lui permettent de décomposer la lumière blanche en ses couleurs spectrales,
créant le feu du diamant. Chaque diamant est taillé selon des angles précis pour maximiser cet effet, pour piéger la lumière, la faire rebondir à l'intérieur de la pierre, et la renvoyer à l'œil de l'observateur. L'étoile de lune, avec sa taille coussin unique et ses 58 facettes parfaitement polies, était un chef-d'œuvre d'ingénierie optique. Luc avait, bien sûr, mémorisé toutes ses spécifications techniques, qui figuraient dans le dossier d'assurance. Son indice de réfraction était de 2418. Sa dispersion était de 0,044. Chaque angle de chaque facette était documenté au centième de degré près. Il commença à faire des calculs. Il modélisa la scène du crime dans son esprit, puis sur papier. Il avait la position exacte des 4 projecteurs au plafond. Il avait la position exacte du piédestal. Il avait les spécifications exactes du diamant. En utilisant les lois de Snell-Descartes sur la réfraction, il commença à tracer le chemin des rayons lumineux. Il calcula comment la lumière, en entrant dans le diamant, était déviée, comment elle se réfléchissait sur les facettes internes et comment elle en sortait. C'était un travail de géométrie et de trigonométrie d'une complexité extrême, mais il était dans son élément. Il calcula le motif exact de lumière et d'ombre que le diamant aurait dû projeter sur le velours noir du piédestal. C'était une petite zone, à peine plus grande que la pierre elle-même, mais elle était composée d'un réseau complexe de zones plus claires et plus sombres, correspondant aux reflets des différentes facettes. Et il calcula la position exacte de la petite ombre projetée par la culasse, la pointe inférieure, du diamant. C'était une ombre minuscule, mais elle existait. Puis, il superposa à ce diagramme de lumière la position de son grain de poussière, tel qu'il l'avait mémorisé. Et les deux correspondaient. Le grain de poussière, dans son souvenir de la scène de crime vide, se trouvait exactement à l'endroit où aurait dû se trouver l'ombre de la culasse du diamant. Cela expliquait pourquoi il l'avait vu. Dans la salle vide, le piédestal était uniformément éclairé. Mais si le diamant avait été là, ce point précis aurait été dans l'ombre. Le grain de poussière, gris clair, aurait été visible sur le velours noir, mais moins que s'il avait été en pleine lumière. Maintenant, l'étape finale de son raisonnement. Le diamant qui était actuellement dans la vitrine était, selon les experts, l'étoile de lune. Mais si c'était un faux parfait, de même taille, même poids, même couleur, il pourrait tromper un gémologue lors d'un examen standard. Mais il y a une chose qu'il est presque impossible de répliquer à la perfection, l'indice de réfraction. Il existe des matériaux qui ressemblent au diamant, comme la zircone cubique ou la moissanite. Mais leur indice de réfraction est légèrement différent. La moissanite, par exemple, a un indice de réfraction encore plus élevé que le diamant. Si le diamant dans la vitrine était une moissanite, même parfaitement taillée, elle ne dévierait pas la lumière de la même manière. Le motif de lumière et d'ombre sur le piédestal serait différent. L'ombre de la culasse serait décalée, de quelques millimètres seulement, mais décalée. Et si l'ombre était décalée, alors le point où se trouvait le grain de poussière ne serait plus dans l'ombre. Il serait en pleine lumière. Et un minuscule grain de poussière gris clair, en pleine lumière, sur un fond de velours noir illuminé par les éclats d'une pierre brillante, deviendrait effectivement invisible. C'était la solution. C'était la preuve. Le vol n'avait pas été un simple cambriolage. C'était une substitution. Le voleur n'avait pas seulement volé le diamant, il l'avait remplacé par un faux. Et la récupération du diamant n'était qu'une mise en scène, une manière de faire authentifier le faux par les experts eux-mêmes et de clore l'affaire, laissant le vrai voleur s'échapper avec le vrai diamant en toute tranquillité. C'était un plan d'une audace et d'une brillance diabolique. Et il n'avait été démasqué que grâce à la mémoire obsessionnelle d'un détective pour un détail que tout le monde, absolument tout le monde, avait jugé inutile. Luc savait qu'il tenait la vérité, mais il savait aussi que sa théorie, basée sur la position d'un grain de poussière et des calculs d'optique complexes, serait incroyablement difficile à faire accepter. Se présenter dans le bureau de Dubois en disant « Le diamant est un faux parce qu'un grain de poussière n'est plus là où il devrait être » serait le meilleur moyen de se faire interner. Il avait besoin d'une approche différente. Il ne devait pas présenter une théorie, mais une expérience. Il contourna sa hiérarchie. Il utilisa une de ses anciennes connaissances, un juge d'instruction à la retraite avec qui il avait travaillé sur une affaire des années auparavant, un homme connu pour son esprit ouvert et sa rigueur intellectuelle. Il lui exposa sa théorie, non pas comme une certitude, mais comme un doute raisonnable qui méritait d'être vérifié. Le juge, intrigué par la logique impeccable d'Arthur, accepta de l'aider. Une réunion informelle fut organisée au musée, en dehors des heures d'ouverture. Étaient présents le juge, le commissaire Dubois, convoqué à la demande du juge et visiblement furieux de cette initiative, le chef de la sécurité du musée et le gémologue en chef de la compagnie d'assurance. Luc était là aussi, silencieux, son cahier de calcul à la main. « Messieurs, commença le juge,
l'inspecteur Valéry a une hypothèse inhabituelle concernant la nature de la pierre qui se trouve dans cette vitrine. Il pense qu'il pourrait s'agir d'une réplique. Nous sommes ici pour vérifier cette hypothèse de la manière la plus simple et la plus directe possible. Dubois laissa échapper un rire méprisant. Une réplique? C'est absurde. La pierre a été authentifiée par les meilleurs experts. C'est encore une de vos histoires de poussière, Valéry. Précisément, commissaire, répondit Luc calmement. Il se tourna vers le gémologue. Monsieur, pourriez-vous nous confirmer l'indice de réfraction de l'étoile de lune? 2418, bien sûr, répondit l'expert. Et celui de la moissanite synthétique? Environ 2,65, répondit le gémologue, commençant à comprendre où Luc voulait en venir. Luc se tourna vers le tableau blanc qu'il avait demandé. Il y dessina un diagramme simplifié de la situation, les projecteurs, la vitrine, le diamant, le piédestal. En utilisant un indice de 2418, expliqua-t-il, et les angles de taille du diamant, la lumière des projecteurs devrait créer une ombre à cet endroit précis. Il fit une petite croix sur son dessin. Cependant, si la pierre est une moissanite, avec un indice de réfraction plus élevé, la lumière sera plus déviée, et l'ombre sera projetée ici. Il fit une autre croix, à quelques millimètres de la première. La différence est minime, mais elle est mesurable. Et comment diable voulez-vous mesurer cela? Demanda Dubois, exaspéré. Nous n'allons pas mesurer l'ombre, dit Luc. Nous allons simplement vérifier une observation. Lors de mon examen initial de la scène de crime, lorsque le piédestal était vide, j'ai observé un unique grain de poussière, ici. Il pointa la première croix. Ma mémoire de cet événement est, je vous l'assure, parfaite. Si la pierre dans la vitrine est le vrai diamant, alors ce grain de poussière devrait se trouver dans l'ombre et être visible. Si c'est un faux, il sera en pleine lumière, et donc invisible. Le problème, c'est que nous ne pouvons plus vérifier, car la vitrine a été nettoyée. Il y eut un silence. L'argument était élégant, mais invérifiable. C'est de la pure spéculation, dit Dubois. Non, dit Luc. Nous pouvons vérifier la prémisse. Il sortit un petit pointeur laser de sa poche. Si vous me permettez d'accéder à la vitrine, nous pouvons projeter un faisceau laser à travers la pierre et mesurer l'angle de déviation du faisceau sortant. C'est un test simple qui nous donnera l'indice de réfraction exact de cette pierre, sans avoir à la toucher. Le gémologue hocha la tête. C'est un test valable. À contre-cœur, Dubois donna son accord. La vitrine fut ouverte. Luc, avec une main parfaitement stable, dirigea le faisceau laser sur l'une des facettes de la pierre. Le rayon rouge entra, se brisa, et sortit de l'autre côté, projetant un point rouge sur un morceau de papier blanc que le gémologue tenait. Ils mesurèrent l'angle de déviation. Le gémologue fit un calcul rapide sur sa calculatrice. Il releva la tête, son visage pâle. L'indice de réfraction est de 2,65, annonça-t-il. Ce n'est pas un diamant. C'est une moissanite. Le silence qui suivit fut total. Dubois regarda la pierre, puis Luc, son visage passant par toutes les nuances de la stupéfaction et de l'humiliation. L'affaire était rouverte. Mais cette fois, l'enquête ne se concentra pas sur des fantômes. Elle se concentra sur la question de savoir qui avait eu l'accès, les moyens et l'expertise pour créer une réplique aussi parfaite et orchestrer une récupération aussi brillante. La piste les mena à un consortium d'assureurs véreux et à un maître tailleur de pierre à Anvers. L'affaire fut résolue en quelques semaines. Le vrai diamant ne fut jamais retrouvé. Mais la vérité, elle, avait été révélée. Luc Valéry ne fut jamais publiquement crédité pour sa découverte. L'affaire resta sensible. Mais au sein de la brigade, rien ne fut plus jamais comme avant. Personne n'osa plus jamais se moquer de ses rapports détaillés. Dubois, humble pour la première fois de sa vie, vint dans son bureau. « Valéry, dit-il simplement, je ne comprendrai jamais comment vous faites ce que vous faites. Mais je vous demande de ne jamais cesser de le faire. » Luc hocha la tête. Il regarda par la fenêtre. Il voyait les voitures, les gens, les bâtiments. Mais il voyait aussi les détails. Les millions de détails. Et il savait que quelque part, dans l'un de ces détails, se cachait la clé de la prochaine énigme. Et il serait là pour la trouver.